Bonjour, nous sommes heureux de vous accueillir au sein du BTS audiovisuel de Villefontaine, petite ville du nord de l'Isère. Nous allons vous décrire un petit peu tout ce qui se passe ici, vous donner pas mal de précisions sur les futures études qui vous attendent éventuellement ici. Je suis en compagnie d'Élise, une de mes collègues. Je m'appelle Fabrice Benuel, je suis enseignant ici. Voilà, j'enseigne dans deux matières, la culture audiovisuelle et artistique et la technique est mise en œuvre en images. On vous expliquera tous ces termes un peu barbares tout à l'heure. Élise, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, nous sommes ravis de vous présenter le BTS audiovisuel ici à Villefontaine. Je suis Élise Gillet, professeure d'anglais. J'ai en classe des étudiants de première et deuxième année du BTS audiovisuel. Alors très bien, je vais présenter un petit peu Villefontaine pour ceux qui ne connaissent pas cette petite ville qui se trouve à une trentaine de kilomètres donc au sud de Lyon, entre Grenoble et Lyon très exactement. C'est desservi par le train, le bus. Il y a une gare qui se trouve à 2 km exactement de Villefontaine. Il y a aussi tout un réseau de bus qu'on appelle le Transisère qui permet éventuellement de rejoindre Lyon sans difficulté. Il y a à peu près un bus toutes les 20 minutes, voilà, pour être très précis. Et pour couronner le tout, une très belle piscine et un cinéma avec une programmation d'art et d'essai. Tout à fait. Si nous parlons de Villefontaine, donc cette petite ville qui a été créée, enfin qui est une ville nouvelle créée il y a une trentaine d'années ici, donc dans le Nord-Isère, on est bien sûr à la campagne. Oui. Hein, c'est une ville à la campagne, on va dire. Oui, c'est très vert, mais nous avons voilà. tous les côtés pratiques d'une ville. Tout à fait. Voilà. Eh bien, nous allons vous présenter peut-être... Oui. Nous allons vous présenter le BTS audiovisuel à Villefontaine, voilà. Toute la vie associative et extérieure très riche, très dynamique, ici, bien sûr, grâce aux étudiants et grâce aux enseignants. Voilà, la formation se déroule en 2 ans. Nous avons 50 étudiants chaque année, nous formons 50 étudiants chaque année, qui sont répartis en 5 options de 10 par classe, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Je vais les nommer. Il y a les métiers du son, les métiers de l'image, les métiers du montage et de la post-production, la technique d'ingénierie d'exploitation des équipements et enfin la gestion de la production. Fabrice, peut-être que tu peux nous présenter plus précisément les métiers de l'image et les métiers du son, puisque c'est ta spécialité. Tout à fait. Alors en ce qui concerne les métiers de l'image, on va dire que ce sont plutôt des métiers réservés à des étudiants évidemment passionnés d'image. C'est un peu un pléonasme effectivement, mais peut-être une passion aussi pour la photographie, le cinéma, l'envie en tout cas de créer des images pour la télévision, pour le cinéma, pour la vidéo tout simplement. On peut être amené à travailler en tant que responsable image sur un tournage, par exemple tout ce qui concerne évidemment le cadre mais aussi la lumière. C'est vrai. C'est vraiment les deux grandes familles de la partie image. Mais après on a des métiers un peu périphériques aussi qui sont très intéressants. On va parler par exemple des métiers du reportage qui peuvent être aussi passionnants. Oui. Voilà, pour des étudiants qui ont envie de voyager, de travailler avec une caméra tout simplement aussi sur l'épaule ou sur un pied bien sûr. On peut aussi parler des métiers de l'étalonnage qui se sont développés il y a maintenant une dizaine d'années. Ce sont des métiers de la post-production qui sont très liés au métier du montage. On peut d'ailleurs souligner ici que nous sommes très attentifs au fait que les images puissent avoir donc une bonne formation aussi en montage. On considère que c'est très important que les étudiants d'image sachent faire de bonnes images qui seront raccordables correctement pour faire un bon film par exemple ou une bonne émission puisque il faut évidemment veiller à tout ce qu'on appelle raccord. Oui. Voilà. Bon, c'est la présentation que je peux faire de l'image. On peut parler aussi des métiers de la direction de la photographie, pour être plus précis. Un directeur de la photographie, c'est quelqu'un évidemment qui va gérer toute la partie image d'un tournage. Et là, il faut des compétences assez étendues, à la fois techniquement, artistiquement. Et il est évident que souvent, c'est un complément d'études qui va être nécessaire à nos étudiants ou une expérience professionnelle plus importante sur le terrain qui va permettre évidemment de former son œil et d'avoir donc de très bonnes compétences dans ce domaine-là. Voilà, les métiers de la direction de la photographie. Très très bien. Et les métiers du son alors ? Alors les métiers du son, je ne suis pas prof de son, mais j'entends souvent mes collègues parler du son. Et c'est vrai que ce que l'on peut préciser par exemple pour le son, c'est que souvent, on va demander, même obligatoirement, on va demander aux étudiants, futurs étudiants de son, d'avoir de très bonnes compétences en musique.
Oui. et en particulier d'être souvent musicien. Oui, voilà, d'avoir une pratique musicale qui devra être assez étendue, on va dire. Voilà, ils sont tous musiciens, c'est vrai. Ils sont tous normalement musiciens, j'en vois tout autour de nous qui voilà, ne jouent pas de musique pour l'instant, mais presque. Voilà. Alors, dans les métiers du son, on a évidemment tous les métiers qui concernent la post-production sonore. Ce sont des métiers qui sont très développés, qui sont d'ailleurs en lien avec le montage aussi. Il faut avoir des compétences, bien sûr, musicales, artistiques très importantes, mais aussi des compétences techniques. Oui. Nos étudiants travaillent beaucoup sur des ordinateurs aujourd'hui et des matériels qu'on appelle les Pro Tools, voilà, pour être plus précis. Et on va leur demander évidemment de souvent faire toute la post-production d'un film, c'est-à-dire apporter toute la richesse sonore qui peut être soit faite au moment de la prise de vue, avec une prise de son qui va avec, en son direct, ce qu'on appelle, ou bien tout simplement aller chercher des échantillons sonores, musique, bruitage, etc., qui vont être ajoutés donc, pour enrichir un tournage, ce qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs le design sonore. Très bien. Mais dans ces métiers du son, il y a aussi bien sûr tout ce qui va concerner la prise de son en elle-même, que ce soit pour un concert, une captation, un tournage, une émission, ce que nous sommes en train de faire ici. Évidemment, les gens du son nous ont beaucoup aidés pour l'installation des micros et tout ce qu'on appelle le réseau d'ordre, évidemment, pour relier la régie aux différents techniciens qui sont autour de nous. Très bien. Voilà. Peut-être que maintenant, on peut parler plus spécifiquement du métier des montages et post-production. Oui, tout à fait. Alors, les monteurs, bien sûr, on les appelle comme ça dans le jargon de l'audiovisuel. Les monteurs doivent apprendre les logiciels professionnels liés au montage. Ils doivent notamment maîtriser l'étalonnage, l'infographie également, le compositing, voilà, qui n'a pas de secret pour eux. Et ici, à Villefontaine, donc, nous avons 10 étudiants en montage et post-production, donc 10 étudiants en première année et 10 étudiants en deuxième année. Oui, on peut préciser que ce chiffre-là, enfin, de 10 étudiants, existe maintenant depuis plus d'une dizaine d'années. Avant, nous étions à 8 étudiants, nous sommes passés à 10. Oui. Et c'est vrai que ça offre un certain confort de travail en réalité. Tout à fait. Hein. C'est ça, il faut préciser que... On a beaucoup de box de montage, par exemple. Voilà. Les places sont... pas facile à obtenir évidemment au BTS, mais c'est une ambiance de travail qui est quand même très... Mais une fois qu'on est sélectionné, ce sont des conditions royales pour apprendre le métier. Voilà. C'est vrai. On souligne aussi, Élise, que le travail d'équipe est très important chez nous. Oui. On essaye de développer cette notion de travail d'équipe. C'est vrai. Qui va au-delà d'un travail scolaire en réalité. Voilà. C'est vrai, et on encourage le travail des étudiants en mêlant les 5 options par exemple, lors des TPS. Tout à fait. Une semaine spéciale de décembre. C'est une des particularités des BTS, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment de donner aux étudiants cette envie de travailler avec leurs collègues, leurs amis étudiants qui sont là aussi, et puis surtout ils apprennent à découvrir les métiers qui sont tout autour d'eux. C'est pas simplement apprendre son métier, c'est comprendre aussi tout ce qui se passe avec les autres étudiants. Tout à fait. Et être capable effectivement de réagir, d'apporter son aide. Je crois qu'il y a une solidarité, enfin il y a une manière de travailler très très propre à l'audiovisuel. Hein, voilà, oui, c'est vrai. Voilà. Pour conclure sur le métier de monteur, on peut dire que ce sont les hommes ou les femmes qui apportent du sens à la production vidéo. Hein, ce sont ceux qui font le fil conducteur de la production vidéo, donc c'est très valorisant. Et sans eux, la production vidéo n'aurait pas de sens. On peut signaler d'ailleurs à ce propos, souvent on nous pose la question, on nous dit que faut-il faire pour devenir réalisateur ? C'est vrai. Voilà. Et la plupart des étudiants n'hésitent pas à dire dans leur lettre de motivation que éventuellement plus tard ils aimeraient donc passer à la réalisation. Je crois qu'un des meilleurs conseils, et je pense que nos amis, collègues, profs, enseignants de montage le diraient aussi, je pense que le montage, c'est ce qui va mener le plus facilement à la réalisation. Voilà, parce que c'est vraiment un métier qui permet d'avoir une vue d'ensemble du film ou de l'émission que l'on est en train de faire. Et c'est grâce à ces compétences-là qu'on va être capable de construire quelque chose de très cohérent et de
voilà, comme tu dis, tu parles de fluidité au niveau de l'image et du son. Oui. C'est effectivement ce que le monteur va essayer de faire. Merci bien. Je pense que nos futurs étudiants sont maintenant avertis quant au métier du montage, de la post-production. On peut peut-être aborder maintenant les gestionnaires, la gestion de la production. Alors, pour les gestionnaires, eh bien, il s'agit de voir et d'organiser toutes les étapes d'un tournage, d'un plateau ou d'un événement. Les gestionnaires organisent, planifient, prévoient tout en amont en fait. Ils orchestrent tout et ils suivent également les événements sur le terrain. Donc cela signifie beaucoup de travail administratif en amont, beaucoup de préparation, mais aussi beaucoup de communication puisqu'ils vont être ils vont communiquer avec chaque corps de métier véritablement et donc ils doivent connaître chaque corps de métier pour savoir donner une tâche adéquate à chacun. Voilà, c'est un métier très intéressant également, la gestion de la production. Oui, comme tu le dis, Élise, je pense qu'il faut insister beaucoup sur cet aspect relationnel, en fait, qui est réclamé chez les étudiants de la production, parce qu'effectivement, ce sont eux qui vont créer une synergie au sein d'une équipe. C'est vrai. Et ce sont eux qui vont essayer de comprendre ce qu'il se passe au sein d'un tournage, par exemple, en étant capable à la fois de résoudre des problèmes techniques, ou en tout cas d'aider les techniciens qui rencontrent ces problèmes-là. Mais évidemment, ils ont aussi de très grosses compétences sur les chiffres et les devis et sur... voilà, il y a quelque chose de... Le côté relationnel, la capacité à communiquer sont des qualités clés pour tout lycéen qui veut postuler chez nous. C'est vrai. Absolument. C'est vrai. Et enfin, nous n'avons pas parlé de la TIE. Eh bien, nous allons en parler. La TIE, donc la technique d'ingénierie d'exploitation des équipements. Donc, les étudiants sont amenés à maîtriser l'ingénierie vidéo, la gestion des réseaux spécialisés, mais aussi l'utilisation, le paramétrage des équipements audiovisuels. Voilà, on attend des profils vraiment polyvalents. Oui, alors tu le dis très bien. Je pense qu'effectivement, cette polyvalence est très importante. Oui. Et souvent, ce sont quand même des gens qui ont un parcours technique, essentiellement. C'est-à-dire qui connaissent parfaitement la technique, mais ça n'exclut pas qu'ils ont aussi un regard artistique. On peut en témoigner, puisque nous avons souvent des étudiants dans nos cours qui sont à la fois très très bons techniciens, qui ont énormément de technique, de technicité, comme on dit, mais qui ont aussi un regard artistique. Ce qui est très important dans les métiers de l'audiovisuel. Voilà. Et on essaye de respecter ça ici à Villefontaine, cet équilibre entre la technique et l'artistique. Voilà pour la présentation des 5 options, ici présentes à Villefontaine, au lycée Léonard de Vinci. Si vous voulez plus de précisions, je vous invite à vous référer aux documents détaillés qui figurent sur l'ENT du lycée, au pôle audiovisuel, bien sûr. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être parler, Élise, d'une particularité qui existe maintenant depuis à peu près une dizaine d'années pour tous les étudiants qui n'ont pas un profil justement technique, comme nous le disons, et surtout scientifique, pour tous ces étudiants qui ont fait des parcours avec des bacs moins scientifiques, plus littéraires, il existe quelque chose d'assez intéressant. Bien sûr, les MANCAV, je préfère les appeler les MAN-CAV, donc il s'agit d'une mise à niveau en cinéma audiovisuel. Donc les lycéens qui auront choisi des spécialités littéraires, à savoir la philosophie, l'histoire géo, l'anglais ou la littérature, en gros, qui auront un maigre bagage scientifique, sont ceux qui ont véritablement le plus besoin de cette mise à niveau en cinéma audiovisuel pour intégrer le BTS. En plus de cette année de formation après le bac, il est bien évidemment nécessaire d'avoir un bon dossier scolaire, un projet professionnel, un projet de poursuite d'études. Mais attention, ça ne veut pas dire que si on a fait la MAN-CAV, ça ne veut pas dire qu'on va être automatiquement pris en BTS. Tout à fait. Voilà. Ça ne garantit pas l'entrée au BTS. Exactement. Tout à fait. Ça ne garantit pas une admission systématique en BTS. Absolument. Oui. Je précise à ce propos que ces fameuses sections de mise à niveau en cinéma audiovisuel qui apportent donc des connaissances beaucoup plus scientifiques. Il en existe 3 en France. Hein. Oui. Voilà, donc une à Nancy, une à Sarlat
et une à Corbeil-Essonnes en région parisienne. Voilà. Ce sont les 3 formations actuelles qui existent dans ce domaine-là. C'est vrai. Et pour nos lycéens qui viennent de bac professionnel ou de bac technologique? Tout à fait, on peut parler des bacs pro. Oui. Tout à fait. Alors, on peut dire que depuis maintenant quelques années, alors je ne sais plus exactement, mais il me semble depuis au moins 5 ans, il y a effectivement un quota, carrément un quota qui est proposé, même imposé par l'Éducation nationale. Un quota par option? Tout à fait. Qui doit être de l'ordre de 20%, je crois. C'est vrai, voilà. C'est vrai. On doit être à 20%, ce qui correspond à peu près à 2 étudiants par option. Oui. Et donc, on a une ouverture voilà, plus évidente depuis quelques années pour ces fameux bacs pro. Voilà. Souvent, ce sont des bacs pro, d'ailleurs, on les appelle les bacs pro numériques. Oui. SEN, bac pro SEN. Oui. C'est tout ce qui est système numérique. C'est des étudiants qui ont déjà pas mal de connaissances techniques. Ils sont d'ailleurs ils s'intègrent très facilement en fait dans le BTS parce qu'ils apportent cette technicité qu'ils ont depuis qu'ils sont petits. Ils ont déjà acquis un savoir-faire, technique. Tout à fait. C'est vrai. Voilà. Donc entrer au BTS audiovisuel, c'est tout à fait possible. Après un bac général, après une mise à niveau en cinéma audiovisuel, après un bac technologique, après un bac professionnel. On peut même préciser que pour certains d'entre vous, peut-être qui allaient postuler donc, pour ce BTS audiovisuel, nous avons parfois des profils d'étudiants qui sortent complètement, on va dire, de la norme classique et habituelle, qui est de dire que nous allons prendre des bacheliers. Oui. Nous avons parfois des étudiants qui ont fait 1 année ou 2 années maximum, on va dire, parce que c'est vrai qu'après, on considère que l'étudiant pourrait faire tout autre chose que de revenir en BTS, c'est-à-dire dans un bac plus 2, qui ne correspond plus à grand-chose pour la personne qui a déjà fait 2 années d'études post-bac. Et du coup, on va considérer que cette formation que nous proposons ici, très technique, on peut aussi l'offrir à des gens qui ont déjà eu peut-être 1 année ou 2 années dans une autre formation. Et cette année, j'ai une étudiante en 2e année qui est déjà titulaire d'un autre BTS. Tout à fait, c'est le cas. Hein. On a parfois des étudiants. On a un étudiant de 2e année actuellement qui est en stage, qui a un cursus, qui a fait plusieurs années de fac. Voilà, je crois qu'il a fait une ou 2 années de fac. Voilà, faculté. Tous les parcours sont possibles. Je dirais que c'est la motivation, le sérieux et l'engagement. On peut préciser quand même que majoritairement, c'est pour des bacheliers. Oui, voilà, c'est vrai. Majoritairement pour des bacheliers, tout à fait. Mais qu'étudie-t-on ici au lycée? Bien sûr. Que font les étudiants? Peut-être que maintenant nous pouvons aborder les matières, les principales matières étudiées ici au BTS. Alors on peut commencer peut-être par la TMO. La technique et mise en œuvre, qui est la matière phare professionnelle propre à chaque option, à hauteur de 8 heures par semaine, je crois. Voilà, donc il s'agit d'une matière essentielle pour les étudiants. Ici même, du travail de gestionnaire, du travail administratif pour les gestionnaires, à l'utilisation d'un mélangeur vidéo. En fait, les étudiants apprennent à utiliser les outils dont ils ont besoin dans leur vie professionnelle. Et dès le début, c'est-à-dire qu'ils sont plongés dans le bain professionnel dès le début de leur apprentissage. Oui, ce sont ces fameux travaux pratiques que l'on réalise ici tout au long de la semaine en fonction des options et en fonction des différents lieux que nous avons ici au BTS. Sur les différents plateaux, les différentes salles que nous avons ici, nous allons trouver des étudiants justement qui sont en travail d'équipe et qui apprennent à travailler avec du matériel, mais aussi qui apprennent à travailler selon des méthodes données. Voilà, c'est ça qui est très intéressant avec cette matière de technique et mise en œuvre. Effectivement, tu as raison. C'est souvent 8-10 heures de TMO par année. C'est une matière phare. Tout à fait. Donc en TMO, on approfondit la théorie, on passe de la théorie à la pratique, et tout cela en équipe. Et avec du matériel haut de gamme. Tout à fait. Alors je ne sais pas s'il y a des questions éventuelles sur cet aspect-là ou pas. On me dit... Peut-être que les questions viendront après. Ah oui. Alors, il n'y a pas de questions pour l'instant, me dit-on. Voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'on propose éventuellement de répondre à un certain nombre de questions et actuellement, il n'y a pas de questions, c'est ça? D'accord. Bon, d'accord. Merci. Peut-être que tu peux nous parler de la TES?
Alors la TES, c'est technique, équipement des supports. Oui. Voilà, c'est une matière assez technologique, on va dire. Les étudiants apprennent vraiment là l'aspect théorique, Oui. vraiment, hein, qui va leur permettre justement de mettre ça en application après en technique et mise en œuvre. Oui. Il y a un lien très important, on essaie quand même ici d'avoir des liens entre les matières, et en particulier la TES, c'est quelque chose qui va beaucoup resservir en technique et mise en œuvre. C'est vrai, Voilà. c'est très utile. On pourrait presque appeler ça aussi de la technologie. Bien sûr. Autrefois, on appelait ça la technologie dans les collèges ou les lycées. Bon, voilà. De la technologie, de la théorie incontournable. Tout à fait. Pour Oui. la pratique. Et l'EEJ, quel est ce sigle? EEJ, oh là là, EEJ. Enseignement économique et juridique. Et juridique, bien sûr. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est irrévocable, ce que tu dis. Peut-être. Bon, eh bien, effectivement, dans ces métiers-là, il faut être très informé de ce qui se passe au niveau juridique. Oui. C'est très important, on ne peut pas faire n'importe quoi. Dans l'audiovisuel, il y a évidemment des règles. On parle souvent du droit à l'image, on parle aussi de tout ce qui est droits musicaux. On parle, voilà, c'est très étendu aujourd'hui. Il y a énormément de choses à respecter quand on fait un film ou une émission. Et donc, évidemment, cette matière va permettre, alors là, pour le coup, je précise à toutes les options, de parfaire leurs connaissances dans ces domaines. Voilà. Et donc d'être capable de répondre à tout ce qui pourrait arriver en matière juridique. Voilà. Bien sûr. En fait, c'est du droit, mais du droit appliqué à l'audiovisuel. C'est du droit appliqué à l'audiovisuel. On va, par exemple, évoquer le CSA. Je pense que nos étudiants sont très au fait de ce qu'est le CSA. Bien sûr, le CSA, tout à fait. Ensuite, le CAA, et je crois que c'est ta spécialité. Donc de CSA à CA, nous passons directement, sans transition. À CAA. Alors, c'est d'ailleurs au féminin, puisque c'est la culture audiovisuelle et artistique. Oui, alors c'est une matière très intéressante pour les étudiants, puisque ça leur permet d'avoir une ouverture d'esprit plus artistique. Voilà, un bagage culturel solide pour aborder leur métier. Connaissances culturelles solides. Alors concrètement, ça va passer essentiellement par une histoire à la fois des techniques et de l'art. Et en particulier, on va se concentrer beaucoup sur le cinéma, sur la photographie, sur la télévision. Oui. On va donner aussi des connaissances aux étudiants historiques, chronologiques, être capable de se repérer dans une chronologie. On apprend aussi à analyser un support audiovisuel, par exemple. Tout à fait, ça c'est extrêmement important. On va donner des outils, une méthodologie aux étudiants pour qu'ils soient capables d'analyser à la fois une image fixe, une séquence de film, mais comprendre ce qui se passe sur un clip vidéo, un clip musical, ou voilà, interpréter et bien sûr analyser ce qu'on dit. Et est-ce que l'horaire est le même en fonction des options ? Alors tout le monde n'a pas. Alors il y a un tronc commun de culture audiovisuelle et artistique. Hein. D'ailleurs, tous les étudiants sont normalement réunis pendant pour cette matière. Et après, il y a ce qu'on appelle la culture audiovisuelle et artistique spécifique aux options. Aux options. Voilà. Ils ont, je crois, 2 heures par semaine d'approche beaucoup plus spécifique en fonction de leur option. Voilà. Il n'y a que, si je ne fais pas d'erreur, je crois qu'il n'y a que les exploitants qui n'ont pas de CA spécifique. J'espère ne pas dire de bêtises, mais voilà. Non, sans doute. Les cours d'expression-communication sont fondamentaux au BTS audiovisuel. Pourquoi ? Comment répondre à cela ? On doit attendre des étudiants qu'ils puissent s'épanouir à l'oral, par exemple, qu'ils puissent communiquer leurs projets. Tout à fait, en étant à l'aise. On a pensé au moment de construire un petit peu les référentiels de ces formations qu'il était important qu'on donne de nouveaux outils aussi aux étudiants, une capacité à s'exprimer, à être bon dans le relationnel, à être diplomate aussi, parce que c'est très important dans ce métier. On le disait tout à l'heure pour les gestionnaires. Et donc, oui, l'expression communication, c'est très important parce qu'on apprend à se connaître aussi. Oui. Et on apprend à avoir des relations, on va dire, professionnelles, bien sûr, mais aussi très ouvertes avec les autres membres d'une équipe. Oui. Voilà. Il faut être capable de se présenter, il faut être capable de parler de son travail. C'est très important pour des futurs techniciens qui vont se mettre ensuite sur le marché du travail.
s'ils ne sont pas capables de présenter leur travail et de le mettre en valeur. Mais mettre son travail en valeur, c'est aussi se mettre en valeur. Se mettre en valeur. C'est apprendre à se mettre en valeur et éventuellement à rencontrer des futurs employeurs. Voilà, et savoir communiquer sur ses perspectives ou les qualités d'un projet, par exemple. Tout à fait. Voilà. Et enfin, l'anglais. L'anglais ? L'anglais, oui. On va faire l'anglais ? Oui. Les étudiants ont 1h30 d'anglais par semaine et même 3 heures pour les gestionnaire. Voilà. 3 heures d'anglais pour les gestionnaires. D'accord. En petits groupes, donc de manière ultra privilégiée. Donc l'anglais consiste, là encore une fois, à savoir communiquer. L'enseignement est vraiment centré sur les compétences orales, savoir discuter, présenter quelque chose, échanger, débattre. Et bien sûr, il y a l'acquisition du vocabulaire audiovisuel spécifique et nécessaire très important, pour la vie très important, parce que tu ne me contrediras pas, je pense, mais 90% des termes, c'est de l'anglais, non ? C'est vrai. Mais en anglais, on ne va pas se cantonner à la lecture d'une fiche technique. En anglais, c'est plus que ça. C'est comprendre et échanger. D'accord. Très bien. Voilà. Et d'ailleurs, si vous souhaitez des informations sur la répartition des heures hebdomadaires par matière et par option, vous allez sur le NT du lycée Léonard de Vinci consulter le document en référence, bien sûr dans la rubrique Pôle audiovisuel de Villefontaine. Alors Élise, je te propose, là, ça fait un petit moment qu'on discute, qu'on parle. Oui. On va proposer à nos spectateurs de faire un petit tour en régie. Justement, c'est intéressant d'aller voir un peu ce qui se passe en régie. Oui. Et d'aller voir donc, par l'intermédiaire d'une caméra, donc vous voyez positionnée donc, en hauteur dans notre régie. Vous allez pouvoir donc voir les coulisses de ce qu'il se passe. Nous sommes 2 sur ce plateau, mais en coulisses, il se passe plein de choses. Voilà, tous nos étudiants qui sont là, présents avec... Voilà, ça fourmille de technicité et d'idées. Voilà, on pourrait passer un temps assez fou à parler de tous ces postes de travail. Voilà, réalisateur, assistant réalisateur, ingénieur de la vision, enfin, et nous en passons bien sûr pas mal de ces métiers. Oui. Voilà. De quoi parlons-nous maintenant ? Les prestations. Qu'est-ce qu'une presta ? Alors les stages, je crois que c'est les stages. Les stages, pourquoi parle des pas stages. Commençons par les stages. Allez, on parle des stages. Alors les stages, il faut préciser que nos étudiants ici ont l'obligation de réaliser environ, je donne à peu près les durées comme ça, 2 mois de stage. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'est à peu près 5 à 6 semaines de stage par année. Et d'ailleurs, c'est nécessaire pour valider le BTS. Tout à fait, c'est obligatoire pour valider le BTS. Et on va demander aux étudiants, à la fois, là aussi, c'est en lien avec l'expression communication, et puis tout ce que l'on fait ici, c'est d'aller vraiment se vendre, entre guillemets, sur le marché du travail et essayer de faire les démarches pour obtenir ce stage. Oui. D'ailleurs, on est très précis là-dessus. En général, les enseignants essaient de lancer les étudiants dans cette recherche et les laissent autonomes, en fait, en réalité. Voilà. C'est très important que l'étudiant apprenne à aller sur le marché du travail, se présenter et éventuellement, bien sûr, et surtout, décrocher un stage. Décrocher un stage dès la première année, au mois de juin. Alors le stage de première année se fait dès la fin du mois de mai jusqu'à la fin du mois de juin. C'est cela. Et pour la deuxième année, on peut dire que le stage se déroule actuellement de la fin du mois de janvier au début du mois de mars. Voilà. Nos étudiants de deuxième année sont actuellement en stage professionnel dans différentes entreprises. Tout à fait. Sur toute la France. Voilà. Oui. Voilà. Maintenant, nous pouvons aborder le thème des prestats. Qu'est-ce qu'une presta ? C'est une prestation audiovisuelle qui va être réalisée par les étudiants pour le compte d'un commanditaire extérieur. En fait, une prestation, c'est un travail grandeur nature, avec toutes les contraintes techniques que cela engendre. Cela suppose que les étudiants vont acquérir une expérience de terrain, véritablement. Ils sont étudiants, mais ils sont professionnels également. Par exemple, ils peuvent réaliser des clips vidéo pour un groupe de musique.
Mais attention, ça sera toujours à visée non commerciale, c'est-à-dire que la prestation a une vertu de formation. La prestation entraîne l'étudiant à effectuer quelque chose de technique et bien réalisé à la fin. On a un produit fini qui est intéressant à la fin. Mais en aucun cas, il y a un but commercial. Oui. On peut préciser que ces prestations qui ont toujours à peu près existé ici au BTS audiovisuel permettent effectivement aux étudiants de se retrouver dans un cadre vraiment professionnel, souvent à l'extérieur du BTS. Il nous arrive parfois de faire des prestations au sein du BTS, mais la plupart du temps c'est en extérieur. Et surtout, ça va apprendre aux étudiants à répondre à un cahier des charges. Voilà, un cahier des charges professionnel qui est imposé en quelque sorte par un commanditaire. Un cahier des charges qui sera imposé, Tout à fait. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est être capable de se projeter dans ce métier en se disant que voilà, on ne fait pas ça pour rien et que quelque part, on va répondre à une demande très précise. Voilà. C'est d'ailleurs la contrainte souvent qui va créer la créativité chez les étudiants. C'est vrai. Voilà. Et à Villefontaine, je crois que nous avons l'immense chance d'avoir la possibilité d'offrir aux étudiants de faire des prestations. Ce n'est pas le cas dans tous les BTS. Oui, je crois que c'est une particularité, une spécificité de notre BTS. Effectivement, nous proposons ça depuis un certain nombre d'années. Voilà. Tout comme nous proposons aussi parfois l'approche de certaines techniques qui ne sont pas obligatoires dans le programme des BTS. Voilà. Mais nous considérons ici, au BTS de Villefontaine, que ça peut être un plus pour les étudiants. Voilà. Donc les prestations, une chance professionnalisante dès le départ, dès le début de la vie étudiante. Actuellement, nous n'avons pas de questions, mais pour tous ceux qui nous écoutent, si vous souhaitez nous poser des questions, vous êtes bienvenus sur le chat. Je crois qu'on va parler des débouchés, Élise. Oui, voilà, les choix de carrière, les perspectives, les métiers. Et donc c'est moi qui dois en parler, je crois. Pourquoi pas. Bon. La licence pro, non? Oui, je vais vous parler les poursuites d'études. Effectivement, nous avons souvent des questions qui nous sont posées par les étudiants, même qui sont chez nous actuellement en études. Que vais-je faire l'année prochaine? Comment je vais m'y prendre, etc. Et donc, on va dire qu'une des voies qui est proposée aujourd'hui, ce sont les licences. Puisqu'il faut bien préciser que le bac, tel que vous l'avez aujourd'hui, va vous permettre de rentrer dans une filière comme le BTS, qui va vous amener à un bac plus 2. Ce bac plus 2, ensuite, vous allez avoir la possibilité de le bonifier, bien sûr, de rentrer soit dans la profession, soit de continuer vos études. Et à ce moment-là, donc, vous aurez la possibilité de rentrer en licence pour obtenir ce qu'on appelle un bac plus 3, tout simplement. Alors, deux types de licences, des licences traditionnelles, voilà, qu'on va délivrer dans des facultés. Alors, je ne sais pas, je vais donner un ou deux exemples. La plupart du temps, les étudiants qui partent de chez nous en licence traditionnelle vont partir à la faculté, ce qu'on appelle les études de cinéma, en faculté. Alors, je ne me rappelle plus exactement le terme. Ça doit être fac de ciné et art du spectacle, voilà. Cinéma et art du spectacle, à Lyon par exemple. Mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus spécifique, c'est ce qu'on appelle les licences professionnelles. Voilà. Ces licences professionnelles, elles vont permettre d'acquérir un peu plus de compétences professionnelles et donc voilà aussi de valider un bac plus 3, tout simplement. Et il y a également les grandes écoles. Bien sûr. Louis Lumière. Oui, on peut parler des grandes écoles. La FEMIS. Tout à fait. Donc nos étudiants peuvent se présenter aussi au concours des grandes écoles. Tu les as cités, la FEMIS évidemment, Louis Lumière. L'ENSAT peut-être aussi, donc sur Lyon, qui est une école plus axée sur le théâtre, avec des options, je sais qu'il y a une option lumière, une option décor, une option... voilà, mais c'est quand même plus axé sur le théâtre, hein. L'ENSAT. L'ENSAT. Tout à fait. Oui, certains de nos étudiants de deuxième année passent ces concours. Tout à fait. Pour voilà. poursuivre Il y a même, leurs on peut études. préciser, alors ça aussi c'est une spécificité du BTS, on peut préciser que l'un de nos collègues ici propose une petite formation, une petite préparation à ces concours de la FEMIS et Louis Lumière. Il organise, je crois, 1 heure de préparation toutes les semaines pour préparer à ces concours. Voilà, tout simplement. Très bien.
Donc au-delà des études, une fois entrés dans la vie active, de nombreux choix de carrière s'offrent aux étudiants en fonction de leur parcours, en fonction de l'option qu'ils auront choisie ici au sein du BTS. On peut peut-être donner quelques exemples. En gestion de la production, les étudiants, les jeunes professionnels fraîchement diplômés pourront travailler pour le cinéma, la télévision, l'événementiel également. Les diplômés métiers de l'image auront accès au métier de cadreur caméraman sur les plateaux télé, pour des reportages, pour des fictions, ou au métier de mise en lumière de plateaux de télévision sur des tournages de fiction ou dans le domaine du spectacle vivant. Voilà. Eh bien, on peut dire aussi, alors je précise et je donne quelques indications par rapport aux poursuites d'études. Il existe évidemment d'autres écoles qui proposent autre chose que des licences pro. C'est vrai. Je pense au son en particulier, où il y a une formation. Alors je pense que c'est une faculté quand même qui délivre ce diplôme, c'est sur Brest. Oui. Donc avec un travail beaucoup plus spécifique sur le son. Je pense aussi aux exploitants qui ont souvent la possibilité de continuer leurs études au sein de l'INA, donc l'Institut national de l'audiovisuel qui se trouve en région parisienne, et avec des profils vraiment très axés sur les réseaux, sur l'informatique et tout ce qui va concerner évidemment le monde de l'audiovisuel d'aujourd'hui. C'est vrai. Voilà. Alors en termes de débouchés, si on parle du son, évidemment, ce sont des gens qui vont travailler en post-production, on l'a déjà dit, des ingénieurs du son, mais aussi des gens capables de gérer, par exemple, toutes les captations sonores, d'organiser des concerts sur le plan sonore là aussi. Pour des radios également ? Pour des radios, bien sûr. On a des étudiants qui font leur stage en radio, ça c'est aussi très important. Les débouchés pour les exploitants, eh bien, on peut citer par exemple Euronews, qui est une chaîne de télévision d'information continue. Ils sont très friands des exploitants qui sortent de chez nous. Voilà, pour tout ce qui est préparation des régies, réseau informatique. Câblage, flux d'images. Évidemment, il faut parler d'Internet aujourd'hui. C'est évident que la plupart des métiers vont se diriger aussi vers les flux d'images et de sons qui transitent par Internet. C'est vrai. Et les monteurs, ce sera tous les métiers de la post-production, je suppose. Tout à fait, les monteurs deviennent évidemment de très bons monteurs, effectivement, mais aussi, pourquoi pas, étalonneurs, et pourquoi pas monteurs son aussi. C'est une spécificité tout à fait qui est assez recherchée aujourd'hui dans le son. Alors ça peut être quelqu'un qui vient du son ou du montage, qui va ensuite partir beaucoup plus vers ce travail de monteur son. On peut dire aussi que la plupart de nos étudiants partent vers ce qu'on appelle le domaine de l'institutionnel. Voilà, c'est-à-dire qu'ils vont travailler souvent pour des sociétés de vidéo, des sociétés de production, qui ne sont pas forcément des très grandes sociétés de production, mais à échelle humaine, comme ça, avec parfois 2-3 employés. Et faire de l'institutionnel, c'est répondre là aussi à un cahier des charges très important, avec par exemple des clips, des films promotionnels pour des entreprises, pour des groupes de musique, pour un théâtre, pour une bibliothèque, etc., etc. Voilà. Ouais. Très bien. De nombreux débouchés. De nombreux débouchés. On peut considérer aujourd'hui, par rapport à toutes les enquêtes que nous avons pu mener sur le cursus de nos anciens étudiants, que la plupart restent dans le domaine de l'audiovisuel. Bien sûr, oui. Entre 70 et 80% des étudiants continuent leur carrière dans l'audiovisuel avec des évolutions évidemment. Avec des évolutions de carrière. Voilà, en fonction aussi des évolutions techniques, mais ils restent quand même dans ce domaine-là. Très bien. Voilà. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions. Il n'y a pas de questions, je crois. Dans ce cas, on peut peut-être parler des examens. Alors nous allons devoir parler des examens. Bien sûr. Donc l'avantage au BTS, c'est qu'il y a beaucoup de CCF, contrôle en cours de formation. Donc le stress de l'examen final, de la grosse épreuve finale. C'est sûr, il y a des épreuves lourdes en deuxième année, mais le gros du travail, le gros de l'évaluation s'effectue en CCF, contrôle continu en cours de formation. Dès la première année, les étudiants sont évalués en CCF, par exemple en TMO, en technique de mise en œuvre. Il y a des épreuves qui jalonnent la première année. Oui, absolument. On peut peut-être donner quelques précisions par rapport à ce système appelé CCF, contrôle continu en cours de formation. Oui. C'est quelque chose qui a été créé aussi pour éviter,
entre guillemets, les accidents de certains étudiants qui pourraient, sur une seule épreuve, en réalité, c'est vrai. ne pas réussir. Et donc, c'est beaucoup plus juste aujourd'hui de dire que, voilà, si on a eu 2 épreuves de CCF en première année, 2 épreuves de CCF en deuxième année dans certaines matières, c'est beaucoup plus équilibré, c'est beaucoup plus juste, et on tient compte d'un parcours avec une évolution de l'étudiant. C'est moins risqué pour lui, bien sûr, et il se retrouve moins en danger dans une épreuve, par exemple, qui peut, avec le stress que l'on connaît évidemment dans les épreuves, qui peut être dommageable. Oui, voilà. C'est vrai. En deuxième année, de nombreux CCF sont organisés pour les étudiants. Il y en a en culture audiovisuelle et artistique. Oui. Il y en a en physique TES, en EEJ. Il y a aussi des épreuves orales comme l'EPS. Donc ce n'est pas du sport, attention, mais presque. Il s'agit d'une épreuve professionnelle de synthèse en milieu professionnel, c'est-à-dire qu'au bout de 6 semaines, les étudiants sont amenés à réaliser un projet qu'ils doivent soutenir à l'oral, devant un jury. Alors il faut qu'on parle aussi, je pense, c'est pour... tout à fait. On va parler un petit peu de ce qui permet aux étudiants d'avoir une vie sociale au sein du BTS et aussi à l'extérieur du BTS, donc dans Villefontaine. On recevra d'ailleurs une jeune étudiante qui va nous rejoindre pour parler de tout ça. Tout à fait, mais on peut peut-être déjà parler de la cadette. La cadette entreprise. La cadette entreprise. La cadette entreprise est une association qui intègre enseignants et étudiants. C'est-à-dire que les professeurs et les étudiants sont tous membres de la cadette entreprise qui organise toutes les prestations extérieures. Et grâce à la cadette, plusieurs clubs ont été créés, comme par exemple le club musique ou le labo photo, qui donne aux étudiants la possibilité de développer leurs photos argentiques. Absolument. Voilà. Je vais parler un petit peu aussi des possibilités, des offres de logement qui sont donc ici proposées sur Villefontaine. Oui. C'est vrai qu'un étudiant ou une étudiante qui va arriver ici à Villefontaine, une des premières questions qu'on se pose, évidemment, et les parents aussi se posent beaucoup la question, c'est comment vais-je être hébergé ? Sous la passerelle ? Sous la passerelle, oui. Il n'y a pas de pont ici à Villefontaine, c'est des passerelles. Oh. Voilà, donc, vous avez ici la possibilité de trouver un logement. Donc, il y a plusieurs organismes qui vont vous proposer là aussi différentes formes de logement. Alors, une des plus connues, c'est la SEMCODA qui va proposer, donc c'est une résidence qui a été créée il y a moins d'une dizaine d'années maintenant, donc ce sont des locaux qui sont quand même plutôt en bon état, plutôt neufs on va dire. Oui. Il y a possibilité d'avoir un petit appartement donc en autonomie pour les étudiants. Je sais que bien sûr il y a l'APL l'aide personnalisée au logement qui va aider les étudiants et les parents à payer un peu moins cher leur logement. Mais il y a aussi d'autres formules de logement. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans des logements, soit en colocation, dans des logements plus grands, mais ils passent par d'autres organismes de location, soit tout simplement chez l'habitant. Logement chez l'habitant. Voilà, chez l'habitant, on va trouver une chambre avec éventuellement, je ne sais pas, une aide qui peut être apportée à une personne âgée, par exemple, qui met à disposition une chambre. Ou voilà. Oui. Donc il y a pas mal de gens qui sont aussi en chambre. Et je sais qu'il y a aussi un foyer, donc sur Villefontaine, un foyer de jeunes travailleurs qui propose des places, mais il y a aussi la maison des compagnons. Les compagnons du devoir. Les compagnons du devoir. Tout près du lycée. Tout à fait, qui est à 300-400 mètres du lycée, qui propose aussi un système d'hébergement avec des chambres. Voilà. Donc on peut, pour résumer, dire que globalement, vous trouverez toujours une solution d'hébergement sur Villefontaine. Voilà, je pense que les choses sont plutôt bien faites là-dessus. Voilà. Et pour les transports, le lycée est à 3 km de la gare de la Verpillière, tout près de Lyon, sur l'axe Lyon-Grenoble, en train, très pratique. Oui, alors tout simplement, des bus également. Oui, on peut préciser que tout simplement nous nous trouvons à 30 km de Lyon, une soixantaine de kilomètres de Grenoble, qu'il y a un système de bus effectivement qui relie Lyon quotidiennement. Voilà, avec des bus il y a une fréquence à peu près d'une demi-heure pour aller sur Lyon ou aller de Lyon à ici. Le train
bien sûr. On peut descendre, comme tu dis, à la Verpillière. On dit descendre parce que, hop, ça descend. Et on va prendre le train là-bas. Et il y a à peu près une vingtaine de minutes pour rejoindre Lyon, tout simplement. Voilà, très pratique. Voilà. Cet Sortie d'autoroute. Nous sommes sur la 43. Oui, oui. Il faut préciser que nous sommes sur la 43, l'autoroute qui relie donc Lyon aux Alpes. Oui. Et il y a une sortie Villefontaine, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Très pratique pour arriver au lycée. Cet après-midi, nous accueillons une étudiante de première année, Paloma, qui va venir nous présenter les 2 associations étudiantes et qui pourra répondre à certaines de vos questions. Bonjour Paloma. Bonjour. Bonjour, donc moi je m'appelle Paloma Fougère, je suis en première année en option son. Et donc je vais vous parler des 2 associations des étudiants. Donc on a la première, c'est la Da Vinci Prod, la DVP, Da Vinci Production, qui comporte, donc c'est que les étudiants, au contraire de la cadette où il y a étudiants et professeurs. Donc elle comporte plusieurs pôles. Il y a le pôle fiction, par exemple, qui organise entre autres différents projets, mais entre autres les 49 heures qui sont donc sur un week-end, en général ça se fait sur un week-end, pendant 49 heures, de réaliser un court-métrage du début à la fin, donc de l'écriture de scénario au résultat final. Il y a aussi le pôle radio qui organise des émissions radio en live. En général c'est à peu près un mardi par mois, mais en ce moment c'est un peu plus compliqué, mais pour l'instant on en a fait 2 depuis le début de l'année qui sont assez bien passés. On a le pôle stream qui organise des lives aussi de tournois de jeux vidéo. Donc il y en avait eu quelques-uns l'année dernière, on en a fait un cette année aussi, sur la chaîne YouTube de la DVP. D'ailleurs, vous pouvez retrouver aussi les 49 heures sur la chaîne YouTube de la DVP. Voilà, on a ensuite le pôle matériel, qui est le prêt de matériel. C'est du matériel qui est en fait aux étudiants qui mettent à disposition de la DVP pour, quand ils n'en ont pas besoin, qu'on puisse les emprunter. Donc c'est pas de la location parce que c'est gratuit, mais de pouvoir les emprunter à nos autres collègues étudiants. Donc voilà. Et après on a la 2e association qui est la sauce piquante, qui est normalement, donc nous en première année on la connaît pas trop, donc il faudrait plutôt demander aux 2e années mais qui ne sont pas là, qui organise normalement les soirées à thème en louant des salles des fêtes dans Villefontaine. Donc bon, Covid oblige, on n'en a pas fait cette année, mais on espère que ça va assez vite revenir. On espère tous. Oui. On a une question en régie. De maths. Une question de maths. De maths. Non, de maths, le prénom. Bien sûr. Bon. Parce que je suis très mauvais en maths en fait. Matt nous demande si les résultats, les taux de pourcentage de notre BTS en fait sont publiés. Alors je ne sais pas s'ils sont publiés sur le site, mais je crois que l'an dernier nous avons eu 100% de réussite au BTS. Oui. Voilà. En général, c'est ça. Oui, on peut préciser. C'est ce qu'on nous dit. Oui, on peut préciser, mais ça, c'est la réalité. On peut préciser que quasiment tous nos étudiants obtiennent leur BTS. Bien sûr, grâce au travail de tout le monde. Grâce au travail, l'investissement, la motivation, les stages, tout ça, ça fait que voilà, la personne, elle obtient son BTS. Voilà. Il faut, franchement, je le dis souvent, il faut vraiment le vouloir pour ne pas avoir son BTS. Oui. Voilà. Donc, il nous arrive certaines années d'être à 98%, 97% de réussite, mais voilà. Et je tiens à souligner aussi l'esprit d'entraide, les cours de soutien qui sont aussi possibles, voilà, et la bonne entente entre étudiants et enseignants. Et entre options aussi. Alors, je crois qu'il y a une sous-question de la part de Matt qui demande aussi si les résultats pour la FEMIS et Louis Lumière sont publiés, si j'ai bien compris. Nous ne sommes pas Louis Lumière, nous ne sommes pas la FEMIS. À notre connaissance, nous ne savons pas aujourd'hui si ces résultats sont publiés. Enfin, je comprends cette question comme ça. Je ne sais pas si on a la possibilité aujourd'hui d'obtenir en fait des listes de gens qui ont été reçus ou pas à la FEMIS. Voilà. Une autre question de Clémentine, je crois, c'est ça ? Qui demande... Est-ce qu'on peut me reposer la question ? Alors, peut-on postuler à plusieurs options en même temps ? Je crois que c'est possible. On peut postuler, on peut sur Parcoursup demander plusieurs options. Oui, alors,
Tout à fait. Alors, je vais expliquer. On peut effectivement se présenter et postuler pour 2 options maximum, mais il est évident que la plupart des enseignants qui vont traiter ensuite les dossiers vont être attentifs vraiment au profil de la personne et regarder si vraiment ça correspond à la question qui est posée. Et mieux vaut bien se connaître pour bien cibler son projet d'études et son projet professionnel. Il faut éviter par exemple de proposer 2 options un peu différentes et même voire trop différentes et plutôt de se donner les chances pour une seule option. Oui. Alors, c'est ce que disait Paloma tout à l'heure, c'est que nous avons effectivement créé, enfin les étudiants ont ici un système en quelque sorte d'aide un petit peu à la production. Pour quelqu'un qui voudrait réaliser quelque chose, on nous dit, est-ce que, par exemple, nous, en tant qu'enseignants, on peut suivre un projet Alors, je ne sais pas trop. Je pense que c'est possible si on peut demander de l'aide, en effet. Après, bien sûr. Nous, il nous arrive, en tant qu'enseignants, évidemment, d'aider des projets extérieurs ou des projets de nos étudiants qui sont faits vers l'extérieur. Oui, voilà. On les encourage aussi, mais il faut être très clair, il ne faut pas que ça prenne sur le temps scolaire. Voilà, c'est ça. Prenne trop sur le temps scolaire. Il peut y avoir de l'aide si on en a besoin d'un prof ou d'un autre. Absolument. Mais c'est plutôt, l'aide des professeurs est plutôt dans le cadre des études. Et voilà. Mais par contre, on peut demander de l'aide aux autres étudiants des autres options. Ça, c'est totalement possible. Et justement, tu parlais d'entraide tout à l'heure. Et il y a une grande entraide entre les étudiants, les options, même les profs et les étudiants. Et c'est aussi ça qui est bien dans ce BTS, c'est que c'est un peu comme une grande famille, que ce soit au niveau social, mais aussi au niveau scolaire, entre guillemets, où vraiment tout le monde se soutient et c'est vraiment bien. C'est vrai, c'est vrai. Je crois qu'on a une dernière question de Flore qui concerne les spécialités en terminale et l'option image. Alors elle nous dit, si on a fait la spécialité NSI et physique, c'est très bien pour l'option image. Qu'en est-il de la spécialité NSI et maths ? Eh bien, j'aurais tendance à lui dire que c'est très bien aussi. L'essentiel, c'est d'avoir un bon bagage scientifique. Et il me semble que ce sont des spécialités à privilégier. Alors, c'est vrai que là, nous sommes la première année où on accueille les bacheliers qui auront le bac nouvelle mouture de la réforme. Le nouveau bac. Et on n'a peut-être pas encore suffisamment de recul pour se prononcer. Mais j'aurais tendance à dire que l'essentiel, c'est d'avoir un bagage scientifique. Mathématiques, NSI, sciences physiques sont des spécialités à privilégier. D'accord, on est prêt pour les questions. On vous écoute, il n'y a pas de souci. Et ce qui compte, c'est le profil du candidat, le sérieux, la motivation à venir en BTS. Alors, on est prêt pour les questions. Oui. Comment se gèrent les cours en présentiel, distanciel, en période de pandémie ? Eh bien, ça se passe très bien. Étant donné que nous avons des effectifs limités, nous n'avons presque pas fait de distanciel à ce jour en BTS. Tous les cours ont eu lieu en vrai, en présentiel. Oui, on peut dire que tous les cours qui sont à plus de 20 personnes, 20-25 personnes, sont faits dans des salles de plus grande importance. Oui. Et on essaie le plus souvent possible quand même de respecter la distanciation, même dans les salles de cours. Voilà. Oui, comme on est dans un lycée, c'était aussi ça qui était bien, c'est qu'on n'a pas eu le fait que les universités étaient fermées. Tout à fait. Et même si on est donc des études supérieures, on a pu rester avec nos cours en présentiel sans diviser les classes, parce qu'on est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est 10 par option. Et donc, ça, vous l'avez apprécié. Oui, beaucoup. Oui. Surtout quand il s'agit de choses pratiques, c'est un peu dommage de le faire depuis chez soi. Donc, voilà. Bien. Tu as d'autres questions ? Parce que moi, j'entends plus les questions. Pas d'autres questions. Il n'y a plus de questions. D'accord. Eh bien, nous vous remercions d'avoir suivi ce direct. Si vous souhaitez le revoir, cela est bien sûr possible sur notre chaîne YouTube du BTS audiovisuel de Villefontaine. Nous espérons avoir apporté toutes les réponses à vos questions et nous espérons aussi vous avoir donné envie de nous rejoindre l'an prochain.
Si vous avez encore des questions, nous avons un prochain live à 17h30. En attendant de vous retrouver l'an prochain, prenez bien soin de vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.